Au sommaire de ce journal, réunion annuelle des directeurs de programmes élargis de vaccination de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire partage sa stratégie et expérience vaccinale à Praia au Cap-Vert. République démocratique du Congo, le pays accueillera le forum Invest in DRC en 2025. Journée nationale promotionnelle des PME, la thématique du financement alternatif au cœur des échanges. Bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a dressé son bilan 2023-2024 et perspective 2024-2025. Assainissement et résilience, le programme Piso Yopougon lancé contre les inondations à Abidjan. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant à Praia au Cap-Vert. La capitale capverdienne accueille depuis le 18 septembre la réunion annuelle des directeurs de programmes élargis de vaccination pour l'année 2024, co-organisée par l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'OAS et d'autres partenaires. Cette rencontre permet de faire le point sur les progrès réalisés et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes de vaccination en Afrique de l'Ouest. L'équipe de la Côte d'Ivoire, conduite par Dr Brou Boto, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, a présenté son modèle de financement domestique de vaccination. Suivez. La Côte d'Ivoire vient de participer à la réunion annuelle des directeurs des programmes élargis de vaccination en Afrique de l'Ouest, qui s'est achevée aujourd'hui à Praia, à Cabo Verde. La délégation ivoirienne était conduite par le directeur du programme national et comprenait les responsables d'autres institutions liées à ce secteur. Ce fut l'occasion pour les 17 pays de présenter et de discuter leurs expériences, et la participation de la Côte d'Ivoire a été marquée par la présentation de son plan de sortie de l'éligibilité au financement et partenariat de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, ce qui aura lieu en 2030. Ce fut un moment de partage justifié par le besoin d'intégration et de coopération régionale. Parce que la Côte d'Ivoire n'existe pas seule. La Côte d'Ivoire existe avec les autres pays. Nous avons des frontières et il est bien que les sachants en matière de santé de ces pays puissent savoir que la Côte d'Ivoire a un plan de sortie de l'éligibilité. Et afin aussi de recueillir leurs recommandations par rapport à ce plan. Le plan ivoirien a été accueilli avec beaucoup d'intérêt, et cet intérêt suscité à la réunion de Praia peut être compris comme une preuve supplémentaire de la qualité des solutions et des stratégies adoptées par la Côte d'Ivoire. Tous les participants ont bien réagi et nous prenons bonne note de toutes leurs contributions et des questions pour pouvoir affiner la mise en œuvre, avoir un plan de mise en œuvre véritablement de ce plan qui est déjà validé. Raymond Brou ne doute pas que le plan de sortie de la Côte d'Ivoire de l'éligibilité au financement et au partenariat avec Gavi aura le soutien des autres pays de la sous-région ouest africaine. Absolument. Le plan a été rédigé par les Ivoiriens avec l'appui de Gavi. Le plan a été présenté à 10 pays frères de l'Afrique, à Abidjan il y a un mois. Aujourd'hui, nous présentons le plan à près de 17 pays avec une trentaine de partenaires. Et nous sommes à Praia. Nous pensons que nous avons pris des recommandations importantes sur la mise en œuvre de ce plan. Et je pense que au nom du ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, il aura une bonne mise en œuvre d'ici ce plan, année par année jusqu'en 2029 pour que nous sortons complètement de cette éligibilité. Le plan ivoirien est également bien accueilli par Gavi, car il inaugure une nouvelle étape de la problématique de la vaccination en Côte d'Ivoire, qui devra investir davantage de ressources dans ce secteur à partir de 2030. Ce qui veut dire que le pays devrait lui-même prendre en charge l'achat des vaccins et tout ce qui est comme activité, le soutien aux activités de vaccination et au fonctionnement du programme. Quoi qu'il en soit, l'optimisme, c'est ce qui ne manque pas. Je suis très convaincue que la Côte d'Ivoire va réussir parce qu'il y a un engagement au très haut niveau. Nous savons que le président de la République, le président Alassane Ouattara, est très engagé dans la vaccination, mais aussi le Premier ministre et toute l'équipe nous ont démontré beaucoup de soutien. Le plan de transition pour la sortie de la Côte d'Ivoire de l'éligibilité au financement et au partenariat avec Gavi sera mis en œuvre au cours des prochaines années, jusqu'à 2029.
Après le Cap-Vert, rendons-nous en République démocratique du Congo. Kinshasa va accueillir en 2025 un grand forum dénommé Invest in DRC ou encore Investir en RDC, une initiative de l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, et plusieurs acteurs économiques prendront part à ce rendez-vous. Suivez le reportage de Jacques Amboka et Freddy Lumbala. En République démocratique du Congo, l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, va organiser en 2025 un grand forum dénommé Invest in DRC. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le professeur Bruno Chibangu Kabangji, directeur général AI de cette agence, ce jeudi 20 septembre au siège de cette institution à Kinshasa. Il est important de préciser que le thème retenu est investir en RDC pour une économie diversifiée et une croissance inclusive. Cet événement, riche en couleurs, symbolise une étape décisive pour promouvoir l'image positive de notre pays vis-à-vis des investissements directs étrangers, mais aussi vis-à-vis des investissements locaux qui sont nos ambassadeurs à travers le monde et à l'intérieur de notre grand et beau pays. Avec comme thème investir en RDC pour une économie diversifiée et une croissance inclusive, ce forum se tiendra sous l'égide du vice-premier ministre du plan. Il sera organisé en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux, créant ainsi un cadre de contact direct avec les leaders de l'industrie, avec des représentants des institutions financières et du gouvernement. Selon le DG AI de la NAPI, Invest in DRC 2025 marquera une nouvelle ère pour les pays, celle d'une République démocratique du Congo en marche vers une industrialisation durable et inclusive. Invest in DRC 2025 a pour objectif de promouvoir la République démocratique du Congo comme une destination phare pour les investissements, tout en mettant en avant les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'industrie et la santé. Notons que la NAPI est l'organe conseil du gouvernement central et des gouvernements provinciaux en matière de promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires. Elle est la meilleure interlocutrice pour orienter les investisseurs à faire de bonnes affaires dans un pays où les opportunités s'offrent dans tous les secteurs de l'économie. Dans cette optique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements apporte son expertise à tous les investisseurs sans distinction entre nationaux et expatriés. Parmi ses tâches principales, l'on peut noter la promotion de l'image positive de la République démocratique du Congo et la promotion des opportunités spécifiques d'investissement, pour ne citer que celle-là. De retour en Côte d'Ivoire, la FIPME, Fédération des petites et moyennes entreprises, a procédé au lancement des journées nationales promotionnelles des PME le jeudi 19 septembre 2024 à Abidjan. Pour cette édition, plusieurs innovations sont attendues sur la thématique financement alternatif. On en sait davantage dans ce reportage de Sandrine Kwame et Enoch Yao. Financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des PME. Tel est le thème de la 10e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Attendues les 7 et 8 novembre 2024, ces journées permettront d'apporter des rudiments nécessaires pour soutenir les PME et à contribuer à leur développement. Ces journées ont pour objectif de mettre en lumière les solutions offertes par les financements alternatifs en matière de développement économique et commercial des PME en Côte d'Ivoire. Ces journées ciblent les éléments ou bien disons les institutions et les organisations suivantes. D'abord, les PME elles-mêmes, les dirigeants bien sûr donc de PME, des TPE et de moyennes entreprises également, l'administration publique et parapublique, les institutions donc, de la République. Plusieurs innovations sont attendues, dont la délégation internationale des PME venues de France, précisément de la région lyonnaise, qui viendront montrer des exemples de résultats positifs
dans le domaine des PME. Et face à la nécessité d'améliorer la contribution de nos PME à la croissance de notre économie, le recours à d'autres modes de financement innovants et alternatifs, tels que le capital risque, tels que l'affacturage, tels que le crowdfunding, le business angel, le capital investissement, etc., peuvent constituer une voie de recours très crédible. Et ce type de financement, très souvent méconnu bien sûr, donc, ou insuffisamment exploité en Côte d'Ivoire, sont expérimentés bien sûr donc, au-delà de nos frontières dans d'autres pays, avec des résultats assez probants. Cette édition se déroulera à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Près de 10 000 personnes sont attendues. Une note sur l'aquaculture. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'est donné les moyens de renforcer les capacités des aquaculteurs de la région du Grand Pont à la fabrication d'aliments pour poissons à base de matières premières locales. Une initiative qui vise à faciliter l'accès à des intrants de qualité en Côte d'Ivoire, qui se présente comme une contrainte majeure pour les pisciculteurs en raison de leurs coûts élevés. Le récit de Anja Sémian. La culture de consommer local, c'est aussi l'affaire des animaux aquatiques, notamment les poissons. Comment arriver à produire leurs aliments à base de matières premières locales, c'est le but de cet atelier de formation à l'intention des aquaculteurs et pisciculteurs du Grand Pont. Dabou, c'est une localité pionnière dans le développement de l'aquaculture. Et il y a beaucoup de fermes piscicoles dans la région. Donc c'est une zone dédiée à l'aquaculture, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour faire cette formation. À partir de cette formation, déjà, les résultats vont commencer à s'observer sur le terrain, puisque la plupart sont déjà en activité. Voilà, d'autres même ont déjà des unités de fabrique, mais individuellement, ils ont leurs formules qui ne sont pas toujours efficaces. Nous travaillons en collaboration avec les universités, les centres de recherche et avec l'appui que nous apportons à ces entités-là, voilà, ils développent des formules qu'on va mettre à la disposition de ces acteurs pour leur permettre de produire de l'aliment de qualité. 30 auditeurs prennent part à ce renforcement de capacité basé sur des modules spécifiques. Ces participants allieront théorie et pratique au bénéfice de leurs activités. On espère qu'avec la fabrication locale, nous allons pouvoir baisser un peu le coût d'exploitation de nos fermes, parce que l'aliment, elle seule, représente à peu 60 à 70% des charges de nos exploitations. Le projet d'amélioration de la production d'intrants piscicoles performants est un programme initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Cet atelier de formation de 3 jours sera l'occasion de visiter l'unité de fabrication d'aliments de la station de Mopoyem. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro Bibalo, et ses collaborateurs se sont réunis le jeudi 19 septembre au siège de l'institution pour échanger au cœur de la rencontre le bilan des actions et activités menées en 2023-2024, mais aussi les perspectives pour l'année 2024-2025 qui vont guider l'institution dans sa mission de lutte contre la corruption, la fraude et toute infraction assimilée. Écoutons. Quelles sont les principales réalisations et les résultats de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur la période 2023-2024? Il faut noter que cette période a été marquée par une intensification des mesures de prévention et de répression des actes de corruption et des infractions assimilées. Et cette montée en puissance de la Haute Autorité nous a permis d'obtenir les résultats suivants. Le premier point, nous l'avons dit, en matière de déclaration de patrimoine. Quelles sont les perspectives et les actions clés à conduire sur la période 2024 et 2025? Avec pour ambition de réduire significativement le niveau de la corruption et des infractions assimilées
en Côte d'Ivoire à l'horizon 2028. C'est l'horizon de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et à cet horizon, notre objectif, c'est d'obtenir un score de 50 points sur 100 dans le cadre de l'indice développé par Transparency International. À ce jour, pour la période 2024, la Côte d'Ivoire est à 40 sur 100 et notre objectif, c'est de faire obtenir par la Côte d'Ivoire un score de 50 sur 100 à l'horizon 2028. Pour ce fait, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'engage à renforcer les capacités des agents publics, du secteur privé et des organisations de la société civile sur la maîtrise du phénomène de la corruption en vue de renforcer les principes de transparence, d'intégrité et de responsabilité à travers la création de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption. Et les premières formations de cette académie vont être lancées cette année même, avant la fin de l'année, au dernier trimestre 2024. Et c'est une action que nous allons mener en liaison avec le CESAG basé à Dakar. C'était un reportage signé Eunice Bogou et Doumbia Ayouba, parlant d'assainissement et de résilience. Le programme d'information et de sensibilisation, une initiative qui intervient dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine, a été officiellement lancé dans la commune de Yopougon. Ce projet, initié par le cabinet Souralé Communication avec l'appui des ONG locales, s'inscrit dans la stratégie globale qui consiste à réduire les risques d'inondation dans la commune. Il vise également à sensibiliser les populations sur l'importance de la gestion des infrastructures de drainage. Le récit de Diane Cablancan et Ézéchiel Siri. Face aux pluies diluviennes qui transforment chaque année des quartiers entiers en véritables zones sinistrées, Yopougon se mobilise. Ce mercredi, le quartier a accueilli le lancement du programme de formation et de sensibilisation PISO, une initiative mise en avant pour prévenir les inondations. Menée par le cabinet Souralé Communication et soutenue par plusieurs ONG locales, cette campagne intervient au moment où les populations locales prennent conscience de l'importance de la gestion des infrastructures de drainage pour éviter de nouvelles catastrophes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine paru, qui vise à réduire les risques d'inondation dans la ville d'Abidjan grâce à la construction et la réhabilitation du système de drainage. Pendant que ces travaux s'exécutent et après leur réalisation, le paru peut bien plier bagages et aller travailler dans d'autres communes. Le paru ne peut pas faire ça. La raison, c'est que quand on fait le développement, c'est pour les hommes. Donc l'homme doit être au cœur du développement. Nous faisons des travaux de drainage des eaux pluviales. Le speaker l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas des travaux de drainage des eaux usées, c'est-à-dire des eaux de ménage. Il ne s'agit pas de cela. Vous savez aussi, en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu des morts, plusieurs morts et des dégâts matériels causés par les inondations. C'est pour lutter contre les inondations que l'État de Côte d'Ivoire a commis le paru. Le PISO Yopougon a pour objectif d'informer et d'impliquer les populations locales dans la gestion durable des nouveaux ouvrages de drainage eau et pluie. Pour ce lancement, les autorités locales, les acteurs de la société civile ainsi que les habitants des quartiers ciblés ont été invités à adhérer au projet et à s'engager activement pour la préservation des infrastructures de drainage. Nous expliquerons aux populations cibles que ces ouvrages sont uniquement destinés à l'eau de ruissellement et non aux ordures ménagères, comme l'a signifié tout à l'heure monsieur le représentant du maire, car ce sont les ordures ménagères qui obstruent le passage de l'eau et qui provoquent par la suite les inondations.
En clôturant la cérémonie, les participants ont unanimement souligné l'importance de ce projet pour améliorer les conditions de vie des populations et assurer une gestion pérenne des infrastructures. Foodsco SA, une entreprise spécialisée dans la transformation de la noix de cajou, a reçu en août dernier le prix d'excellence 2024 de la meilleure entreprise d'exportation de Côte d'Ivoire, un mérite reconnu par le président de la République, et la structure a voulu le célébrer au cours d'une conférence de presse où elle a partagé sa vision pour le développement de la filière cajou. Walter Kofi et Setekissi. Pris aussi par M. Sanogo Taïrou, directeur général. Chiffre d'affaires de 1,6 milliard en 2021 est passé à 3,4 milliards en 2023. Avec une production de 16 000 tonnes par an de noix d'amandes de cajou, dont 95% sont exportés vers l'extérieur, Foodsco se positionne comme un véritable ambassadeur de l'or gris ivoirien, une compétence qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement qui a récompensé la structure en tant que meilleure entreprise exportatrice de Côte d'Ivoire. Un mérite que le dirigeant de Foodsco a marqué lors d'une conférence en adressant ses remerciements à l'ensemble de ses partenaires et à ses équipes pour le travail abattu. Ce prix a été motivé par plusieurs éléments. Déjà, dans notre catégorie, nous avons doublé notre chiffre d'affaires à l'export en un an. C'est un élément important. Et aussi la qualité de nos prestations. Nous sommes sur toute la ligne, toute la chaîne de valeur, depuis la première transformation, depuis le champ jusqu'à l'assiette. Ça fait donc nous avons donc un scope plus large et nous avons aussi un potentiel très important. Et l'autre élément important, c'est notre impact social. Toutes choses égales par ailleurs, l'impact social et notre politique en fait de développement et notre RSE. La cérémonie fut aussi celle du lancement de la marque Anakadi, un produit phare de l'entreprise, occasion pour Sanogo Taïrou de présenter ses amandes de cajou aux vertus thérapeutiques, symbole de qualité et d'innovation. Et Anakadi, c'est une marque en fait à laquelle nous tenons, c'est la marque que nous développons et les marques c'est important. C'est ce qui fera vraiment la force de l'entreprise. Avec les initiatives comme celui que nous venons de voir, nous pouvons désormais promouvoir le label Made in Côte d'Ivoire au consommateur final et faire connaître ainsi la diversité des produits qui sont les nôtres. Il faut dire que Foodsco navigue à contre-courant à un moment où les entreprises du secteur connaissent des difficultés. En 6 ans d'existence, Foodsco, c'est plus de 600 employés. Avec un fort taux d'insertion pour les jeunes et les femmes, l'entreprise œuvre aussi pour la préservation de l'environnement. L'Association pour le développement des cultures vivrières intensives a organisé sa cérémonie de passation de charge entre son président sortant et son nouveau dirigeant. Cet événement symbolise une étape importante dans la continuité des actions de l'association engagée depuis 2003 dans la promotion des cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Diane Kablancan et Tima Traoré. La passation de charge entre la présidente sortante de l'Association pour le développement des cultures vivrières intensives, ADCVI, et le président nouvellement élu s'est tenue au siège de l'association à Cocody. Cet événement marque un tournant important pour l'ADCVI, une institution qui, depuis 2003, œuvre à la promotion et à l'intensification des cultures vivrières en Côte d'Ivoire et qui a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations rurales. La présidente sortante a exprimé sa gratitude envers les membres partenaires tout en souhaitant plein succès à son successeur dans la poursuite des objectifs de l'association. Présidente sortante, il y a longtemps je suis à ce poste-là. En tout cas, je me réjouis qu'on ait trouvé, qu'il y ait le consensus par rapport au choix que nous avons fait pour mettre M. Thio pour la continuité. Donc, nous avons travaillé déjà ensemble
Donc je suis rassurée que ce qu'il va faire, c'est une continuité de façon positive. Le nouveau président, quant à lui, a réaffirmé son engagement à renforcer les actions de l'ADCVI tout en saluant les efforts de ses prédécesseurs qui ont permis de doter l'organisation d'une assise solide avec un fonds de subvention de 4,2 milliards de francs CFA. J'ai l'impression de joie, mais autour de ça, dire merci à tous ces administrateurs qui ont compris l'esprit du consensus. Et donc, comme je vous le dis, j'ai été élu par consensus. Et c'est un mandat qui nous permettra d'avancer, de faire un pas en avant et de montrer que l'ADCVI a sa place dans le vivrier en Côte d'Ivoire. Cette passation ouvre une nouvelle phase pour l'association avec la promesse de poursuivre et d'intensifier ses efforts en faveur du développement agricole en Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la localité de Dabou pour parler d'éducation. C'est un don qui fera beaucoup de bien aux élèves et aux parents d'élèves en cette nouvelle année académique 2024-2025. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation, a offert à l'école primaire publique Harris Memel Fautet un bâtiment de 3 salles de classe maternelle. La cérémonie de remise officielle des clés s'inscrit dans le cadre de la caravane du social de la fondation, nous dit Pierre Tebeu. Première étape du mois donc. C'est un geste qualifié de fort, mais qui revêt un caractère significatif que vient de poser la fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Fondation Lonassi. Cette année scolaire 2024-2025, les tout-petits de la maternelle de l'école primaire publique Harris Memel Fautet de Dabou débutent leur cycle dans de nouvelles salles de classe. Un don de la Lonassi. Ce don est constitué d'un bâtiment flambant neuf composé de 3 salles de classe avec des latrines et d'un bureau de directeur, le tout équipé. Le directeur exécutif de la fondation a précisé au cours de la cérémonie de réception que ce don entre dans le cadre de la caravane du social de la fondation Lonassi. La fondation Lonassi organise des caravanes de remise d'œuvres sociales qui sillonnent diverses régions du pays, inaugurant des écoles, des centres de santé, des salles multimédia, des foyers polyvalents, des châteaux d'eau, des pompes hydrauliques villageoises, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Dabou qui nous accueille dans le cadre de la première étape de la caravane du social du mois de septembre 2024. Ce geste de la fondation Lonassi n'a pas échappé au premier responsable de l'éducation de la localité qui confirme les efforts de la fondation Lonassi à renforcer le système éducatif en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, Dabou se souviendra de l'acte que vous posez en lui offrant ce bel édifice scolaire. Le soutien de la Lonassi est un exemple remarquable de l'engagement envers le développement de notre système éducatif et le bien-être des enfants et des parents d'élèves. Grâce à cette contribution, nous sommes en mesure d'améliorer non seulement les conditions d'enseignement, mais aussi de donner la possibilité à la population riveraine d'inscrire leur progéniture dans des classes maternelles préparatoires à la réussite du cycle primaire. Merci d'avoir mis au cœur de vos priorités le bien-être de ces charmants enfants, ici présents et surtout de leurs enseignants, que vous soulagez énormément. Notons que la fondation Lonassi a procédé à la remise des clés de 7 pompes HVA, d'un préau, d'une maternité et un logement de la sage-femme à 8 localités pour un coût global de plus de 400 millions de francs CFA. Dans la ville d'Abengourou, la société Éveicole Olam Agri-Roubaix Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'achat, la transformation et l'exportation de l'EVA, était à la mairie d'Abengourou pour la 13e édition de la cérémonie de distinction baptisée Guassou, qui signifie bonus en français. L'objectif est de fidéliser ses meilleurs partenaires producteurs, sociétés, coopératives d'EVA du premier semestre. Anissé Kouadio.
La salle de spectacle de la mairie d'Abengro était à la fête à l'occasion de la 13e édition de la cérémonie Gwassou Bonus, organisée par la société Olam Agri Rubber Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'achat, la transformation et l'exportation de l'EVA, qui distingue ce jour ses meilleurs planteurs des 6 premiers mois de l'année qui leur sont fidèles. Rendre hommage à nos fidèles planteurs d'EVA qui, depuis des années, contribuent au rayonnement de notre société. Nous nous sommes inscrits dans une politique d'innovation et de développement durable des communautés villageoises et des producteurs d'EVA dans nos zones d'intervention. Amena Aoussi Pascal est le meilleur planteur. Il a livré à la société Olam 400 tonnes d'EVA. Il reçoit un chèque de kit scolaire. La palme de la meilleure société coopérative revient à la société Scoops KA qui a livré 5145 tonnes. Ils repartent avec un chèque de 2 millions de francs CFA, 2 motos 125 cc et des kits scolaires. Olam Rubber Agri, quelle entreprise citoyenne. Un grand merci à Olam. Et je lui souhaite bonne continuation. Je remercie Olam Agri, vraiment qui est toujours auprès de nous, surtout à cette rentrée scolaire. Avec tout ce que nous venons de recevoir, on ne peut qu'être heureux. Pour la société Olam Agri River Côte d'Ivoire, cette 13e édition de la cérémonie Gwassou Bonus a pour objectif de récompenser les meilleurs planteurs et coopératives qui ont satisfait aux critères d'éligibilité pour bénéficier du Gwassou. Par ce geste, vous participez à la réussite scolaire des enfants de vos producteurs. Soyez-en sincèrement remerciés. Aux lauréats de cette année, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Vous êtes des modèles d'excellence et des sources d'inspiration pour toute la communauté. Notons que c'est 1306 kits scolaires, 1500 sacs scolaires, des équipements de transport et de communication, 8 motos, 17 ordinateurs portables, 18 smartphones, ainsi que des chèques d'une valeur de 8 575 000 francs CFA partagés aux lauréats du jour. Et à San Pedro, la Société de développement des forêts Sodefort était récemment en atelier avec les acteurs de la protection des forêts classées. Il s'agissait pour elle de procéder au lancement du recensement des producteurs installés dans les agroforêts Haute-Dodo et Rapide Gras. Les détails avec Djekou De Silva et Sandrine Kwame. Ces acteurs des forêts classées sont à San Pedro pour trouver un début de réponse à une question cruciale. Combien sont les producteurs installés dans les agroforêts de Haute-Dodo et de Rapide Gras? La réponse à cette question sera connue à l'issue d'un recensement. Recensement lancé par la Sodefort à travers l'unité de coordination du projet d'investissement forestier 2, occasion pour les groupements de cabinets commis à cette tâche de recensement des producteurs pour communiquer sur les enjeux et les stratégies de l'opération. L'objectif de l'atelier de cette rencontre, c'est d'abord dans un premier temps de présenter le consortium en charge du recensement des chefs d'exploitation et le géoréférencement de leurs parcelles. Et en second lieu, de présenter également le mécanisme de gestion des plaintes du projet qui sera mis en œuvre dans le cadre des activités du projet. Il faut véritablement recenser pour savoir combien on est et avec qui on vit exactement. La méthodologie va réussir ce projet parce que quand c'est fait de concert avec le chef de village, les chefs déjà étaient partants. Maintenant que l'État veut appuyer ça, la Sodefort veut appuyer ça, mais je crois que ça va aller vite. Pour le moment, c'est le recensement. On aura la superficie de chacun. En fonction de la densité à planter dans les plantations, nous allons calculer le nombre de plants à livrer. Mais il y a beaucoup de structures en Côte d'Ivoire qui produisent les plants sous la supervision de la Sodefort, qui est la société qui est chargée du développement forestier dans ce pays. Maintenant que le groupement chargé de recensement des producteurs dans l'agroforesterie de Haute-Dodo et de Rapide Gras est connu, reste à mobiliser la communauté riveraine. Son implication a été fortement recommandée pour la réussite de l'opération. En image à présent, au Burkina Faso, le gouvernement a consenti une exonération de taxes au profit de la production locale de farine de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produites localement. L'exonération de taxes sur la production locale de farine de céréales devrait réduire les charges fiscales des minotiers et pourrait encourager l'investissement des opérateurs privés dans le secteur.
Selon les données compilées par l'Institut national de la statistique et de la démographie, les achats de farine de blé effectués par le pays en 2023 ont augmenté de 31% pour atteindre 16 360 tonnes. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.